Aravas a manqué le bus de 20 minutes. Pas parce qu'elle était en retard, mais parce que Marcus Webb, son superviseur direct chez Ashford Capital, avait déposé un rapport sur son bureau à 18h30 en disant «Corrige les entêtes avant de partir». Il n'a pas attendu sa réponse. Il ne le faisait jamais. Ara était une stagiaire, le genre de stagiaire à qui l'on donne des ordres, mais que l'on ne regarde jamais. Alors, elle a corrigé les entêtes. Et quand elle est finalement sortie de l'immeuble à 18h52, le bus était parti. Le panneau numérique à l'arrêt de l'avenue Michigan indiquait «Prochain bus, 38 minutes». Maintenant, il faut savoir une chose sur les stages dans des endroits comme Ashford Capital. Il y a 12 stagiaires chaque trimestre. 11 d'entre eux ont des relations, un ami de la famille au conseil d'administration, un parent ancien élève, une lettre de recommandation de quelqu'un dont le nom de famille correspond à un bâtiment sur le campus. Le 12e stagiaire est celui qui a postulé sans contact, passé 2 entretiens et a été accepté au mérite. Ce stagiaire est toléré, utile et complètement invisible. Ara était la 12e stagiaire, jour 47. À Chicago, la pluie ne tombe pas, elle l'attaque. Elle se tenait sous l'abri étroit, son blazer trempé, ses cheveux collés à son visage. Ses bras entouraient son sac à dos en cuir marron pour garder l'ordinateur portable au sec. Le sac à dos était vieux, les coins éraflés, une fermeture éclair cassée sur la poche latérale. Le cuir était doux et craquelé par des années d'utilisation. Il avait appartenu à son père. Il l'avait porté au travail tous les jours jusqu'à ce que ses mains deviennent trop faibles pour le tenir. Chaque matin, elle se réveillait à 5 heures, prenait 2 bus de Pilsen jusqu'au Loop. Chaque soir, elle restait plus tard que tout le monde. Elle s'occupait des tâches que les autres stagiaires refusaient. Elle vérifiait des contrats, auditait des piles de données, nettoyait des feuilles de calcul de plusieurs centaines de lignes. Les managers du 32e étage ne connaissaient pas son nom. Mais quelqu'un l'avait mentionné lors d'une réunion. Cette stagiaire, peu importe qui elle a nettoyé toute la pile de données du fonds immobilier Lakeshore en une nuit. C'était elle. Personne n'a demandé qui. Dans le monde de la finance d'entreprise, c'est comme ça que ça marche. Les gens qui en font le plus sont ceux qu'on remarque le moins. Parce que le travail qu'ils font est celui que personne ne veut voir. C'est de la plomberie, invisible jusqu'à ce que quelque chose casse. Le père d'Ara était plombier. Elle comprenait ce travail. Elle transféra son poids. L'eau faisait floc-floc dans ses chaussures. La rue était déserte. Et puis elle a vu les phares. Une Maybach noire avançait lentement, fendant la pluie comme un objet qui n'appartenait pas à la même ville qu'elle. La voiture s'est arrêtée au bord du trottoir, juste devant elle. La vitre passager s'est abaissée. Un homme était assis à l'intérieur, costume sombre, cravate desserrée, mâchoire carrée, des yeux gris qui ne laissaient rien paraître. Il la regarda comme on regarde quelque chose sur lequel on essaie de prendre une décision. « Montez », dit-il. Ara le regarda, puis la voiture, puis de nouveau lui. « Merci, je vais attendre le bus. » Elle se détourna. « Non pas parce qu'elle n'avait pas froid, elle était frigorifiée. Mais Ara vivait à Chicago depuis assez longtemps pour savoir que personne ne vous donne rien gratuitement. Et une fille seule sous la pluie qui accepte de monter dans la voiture de luxe d'un inconnu. C'est la première phrase d'une histoire qui ne se termine jamais bien. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que l'homme dans la voiture était le propriétaire de l'immeuble où elle se rendait chaque matin. Ses yeux s'étaient posés sur le petit logo doré de son blazer. Ashford Capital, son entreprise, son nom. Il ne dit rien de plus, la vitre remonta. La Maybach s'éloigna, ses feux arrière saignant d'un rouge à travers la pluie. Ara expira. Ses mains tremblaient. Elle pressa son front contre la vitre mouillée de l'abri et compta ses respirations. Et ça aurait dû s'arrêter là. Une étrange rencontre sous la pluie. Une histoire qu'elle raconterait à Théo autour d'un café, puis qu'elle oublierait. Sauf que 10 minutes plus tard, la Maybach est revenue. Cette fois, la portière du conducteur s'est ouverte. L'homme lui-même est sorti sous la pluie. Pas de parapluie, pas de manteau, juste le costume qui fut trempé en 3 secondes au chrono. Il a marché jusqu'à l'abri de bus et posé un parapluie sur le banc à côté d'elle et est retourné à sa voiture sans un mot. La portière s'est refermée. Le moteur a vrombi. La voiture a disparu. Il y a un concept en psychologie appelé le moment de rupture. C'est l'instant où quelqu'un brise son propre schéma,
fait quelque chose de complètement incohérent avec ce qu'il a été. L'homme dans la Maybach venait de connaître une rupture, et ce genre de rupture, aussi petite qu'elle puisse paraître de l'extérieur, change tout ce qui vient après. Ara fixa le parapluie. Il était vieux, de bonne qualité, avec une poignée en bois véritable, du genre que plus personne ne fabrique. Sur la poignée incurvée, 2 lettres étaient gravées dans une écriture fine et élégante. M.A. Elle ne savait pas ce que ces initiales signifiaient. Elle ne savait pas que le parapluie avait appartenu à Margaret Ashford, la mère de l'homme, morte depuis 18 ans. Elle ne savait pas qu'il était resté sur la banquette arrière de sa voiture depuis l'enterrement, intact, comme une promesse qu'il ne pouvait pas abandonner. Tout ce qu'elle savait, c'était ça. Quelqu'un avait fait demi-tour sous la pluie juste pour laisser un parapluie à une inconnue, puis était reparti sans rien demander en retour. Elle le ramassa, l'ouvrit. Il fonctionnait encore parfaitement. Elle le tint au-dessus de sa tête et attendit le bus. Et quand il est enfin arrivé, elle a emporté le parapluie avec elle comme s'il signifiait quelque chose. Parce que c'était le cas, même si elle ne savait pas encore pourquoi. Mais avant d'en arriver à la suite, il y a quelque chose que vous devez savoir sur ce qu'Ara a trouvé cet après-midi-là. Parce que c'est cette chose, pliée dans un bout de papier au fond de son sac à dos, qui allait finalement les entraîner tous les deux dans une tempête bien pire que la pluie. Cet après-midi-là, en effectuant une vérification de données de routine, Ara avait remarqué quelque chose d'anormal. Son superviseur, Marcus, était parti précipitamment à une réunion et avait laissé son poste de travail déverrouillé. Le tableau de bord interne du fond Lakeshore était encore ouvert sur son écran. Ara n'était pas censé le voir. Ces données étaient réservées à la direction, mais les chiffres étaient là. Et Ara avait ce genre d'esprit qui ne pouvait pas regarder une feuille de calcul sans en vérifier les comptes. Le rendement déclaré était de 11,3 %. Elle a retracé les flux de trésorerie réels. Il ne justifiait que 7,8 %. Dans le monde de la finance, un écart de 3,5 % peut sembler faible. Ça ne l'est pas sur un fonds de 200 millions de dollars. 3,5 %, c'est 7 millions de dollars. 7 millions de dollars qui existaient sur le papier, mais nulle part dans la réalité. Ce genre d'écart signifie l'une de ces deux choses. Soit quelqu'un a commis une erreur comptable catastrophique, soit quelqu'un est en train de voler. Ara a noté ses conclusions sur une feuille de papier, pas numériquement, car des traces numériques montreraient qu'elle avait accédé à des données qu'elle n'avait pas l'autorisation de voir. Elle a plié le papier et l'a glissé dans la poche avant du sac à dos de son père. Elle verrait bien à qui le dire le lendemain matin. Elle n'a jamais eu l'occasion de décider, car l'homme dans la Maybach était sur le point de décider pour elle. Le lendemain matin, Ara est arrivée chez Ashford Capital avec 45 minutes d'avance. Elle portait le parapluie. Elle a demandé au gardien de sécurité du hall si quelqu'un l'avait déclaré perdu. Un parapluie? Il l'a regardé comme si elle avait demandé des nouvelles d'un ovni. Non, madame. Elle l'a mis dans son casier au 12e étage, derrière sa paire de chaussures de rechange et les barres de céréales qu'elle gardait pour les soirs où elle sautait le dîner. 40 étages au-dessus d'elle, Callum Ashford s'est assis pour sa réunion de stratégie trimestrielle et a réalisé ce qu'il avait fait. Il avait donné le parapluie, le parapluie de sa mère, celui qu'il n'avait laissé personne toucher en 18 ans. Ni le nettoyeur de voiture, ni la gouvernante, personne. Il l'avait posé sur le banc d'un abri de bus pour une fille qu'il ne connaissait pas. Sa main trembla légèrement en attrapant son café. Pas parce que l'objet lui manquait, mais parce qu'il ne comprenait pas son impulsion. Callum Ashford n'agissait pas sur un coup de tête. Il travaillait avec des données, des projections, des risques calculés. Ce qu'il avait fait de la nuit dernière n'était pas calculé. C'était tout autre chose, et cela le dérangeait plus que le parapluie lui-même. La réunion se poursuivit. Des rapports furent présentés, des graphiques et des projections remplissaient l'écran. Puis le rapport du fonds immobilier Lakeshore est apparu. Callum écouta. Les chiffres semblaient corrects, la présentation soignée, mais un chiffre l'a interpellé. Le même rendement de 11,3 %. Il a pris son stylo et l'a entouré. Quelque chose n'allait pas. Lancez un audit complet sur Lakeshore, dit-il calmement. La salle devint silencieuse. Tout, les flux de trésorerie, les structures de frais, les registres des contreparties, je le veux pour la fin de la semaine. Gardez cela à l'esprit,
car Callum est entouré exactement le même chiffre qu'Ara avait repéré la nuit précédente. Indépendamment, à 40 étages de distance, deux personnes regardant le même mensonge depuis les deux extrémités du bâtiment. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le genre d'alignement qui change les trajectoires. L'équipe de conformité a commencé son examen cet après-midi-là. En retraçant les accès les plus récents aux données restreintes du fonds, ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. La dernière connexion ne provenait d'aucun manager. Elle venait d'un poste de travail au 12e étage, attribué à une stagiaire nommée Voss. Callum la fit monter au 40e étage. Ara n'était jamais allé au-dessus du 32e. L'ascenseur pour le 40e nécessitait une carte d'accès qu'elle n'avait pas. L'agent de conformité qui l'escortait a passé la sienne sans la regarder. La salle de conférence était tout en verre et en acier. Le lac Michigan était visible à travers le mur est. 4 cadres supérieurs étaient assis d'un côté d'une longue table. À la tête de la table se trouvait l'homme de la Maybach. Il était différent à la lumière du jour, plus affûté. Ses yeux, qu'elle avait crus sombres sous la pluie, étaient en fait d'un gris froid et clair. Les yeux de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à voir sans être vu. Vous avez accédé à des données restreintes sans autorisation, dit Callum. Pas de salutation. Expliquez-vous. Ara a fouillé dans son sac à dos, le vieux sac en cuir marron qui semblait venir d'un autre siècle, et a posé une feuille de papier pliée sur la table polie. Je n'ai rien piraté, dit-elle, la voix calme. Mon superviseur a laissé sa session ouverte. J'ai vu le tableau de bord de Lakeshore. Le rendement déclaré est de 11,3 %, mais les flux de trésorerie réels ne justifient que 7,8 %. C'est un écart de 3,5 %. Je l'ai noté parce que quelqu'un devait le savoir. Le silence se fit dans la pièce. Callum prit le papier, le lut, la regarda, puis regarda de nouveau le papier. Savez-vous ce qu'un écart de 3,5 % dans un fonds de 200 millions de dollars signifie? 7 millions de dollars, dit Ara. Soit caché, soit mal alloué. Je ne sais pas lequel, mais c'est une erreur. Ce qui s'est passé ensuite vous dit tout sur Callum Ashford. Il n'a pas appelé le service juridique. Il n'a pas fait remonter l'affaire à la conformité. Il a regardé les 4 cadres supérieurs assis à sa table, des gens qui avaient accès à ces données depuis des années, et ne l'avaient jamais remarqué, et a dit 2 mots. Tout le monde dehors. Ils sont partis. Quand la porte s'est refermée et qu'ils furent seuls, Callum a regardé le vieux sac à dos en cuir posé sur sa table de conférence. Puis il a dit quelque chose qui n'avait rien à voir avec 7 millions de dollars. Le parapluie. L'avez-vous apporté? Ara cligna des yeux puis comprit. Il est dans mon casier, au 12e étage. Je vous le rendrai. Gardez-le, dit-il. Il va encore pleuvoir à Chicago. Il se leva, se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. À partir de demain, vous passez au 38e. Contrôle des risques. Pas à cause du parapluie, mais à cause des 3,5 %. Il est parti. Ara est resté seul dans la pièce de verre, tenant le sac à dos de son père, le cœur battant. Mais son visage, si quelqu'un l'avait observé, ne laissait rien paraître du tout. Ce que Callum venait de faire était sans précédent. Dans l'histoire d'Ashford Capital, aucun stagiaire n'avait jamais été transféré au contrôle des risques. Le département qui ne rend de compte qu'au PDG, le département qui cherche les choses que personne ne veut trouver. Il avait pris une jeune femme d'une vingtaine d'années sans diplôme, sans référence, sans relation, et l'avait placée dans l'unité la plus sensible de l'entreprise sur la base d'un bout de papier. Mais voici ce qu'il a réellement reconnu. Même s'il ne pouvait pas encore le formuler, Ara n'a pas seulement trouvé le chiffre, elle a compris ce qu'il signifiait. Et plus important encore, elle l'a noté. Elle ne l'a pas ignoré, elle ne l'a pas rationalisé, elle n'a pas attendu que quelqu'un d'autre le remarque. Dans un immeuble rempli de gens payés pour regarder des chiffres, seul qui a regardé et qui a vraiment vu. La rumeur a commencé avant le déjeuner. Dans la salle des stagiaires du 12e étage, les chuchotements se sont répandus rapidement. La discrète Voss est passée au 38e. Contrôle des risques. Qui connaît-elle? Elle ne connaît personne. Alors comment? La réponse, personne n'a fait qu'empirer les rumeurs. Dans un endroit comme Ashford Capital, une promotion inexpliquée ne signifiait qu'une chose pour des gens qui mesuraient tout en transactions. Theo Park a entendu les rumeurs et lui a envoyé un seul message. Fier de toi.
Ne les laisse pas entrer dans ta tête. Elle a sauvegardé le message, n'a pas répondu. Diana Mercer a également remarqué. Diana était la directrice financière principale d'Ashford Capital et la femme qui apparaissait au bras de Callum à chaque événement de l'entreprise. Pas officiellement sa partenaire, mais c'était entendu comme telle. Elle occupait ce poste depuis 3 ans grâce à sa compétence, sa proximité et la compréhension tacite que personne ne la contestait. Une stagiaire sans nom montant de 40 étages en un jour n'était pas quelque chose que Diana pouvait ignorer. Aura n'a rien remarqué de tout cela. Elle était enfouie sous les chiffres, et plus elle creusait, plus la situation s'aggravait. Il a fallu 2 semaines pour démêler le fond de Lakeshore. 14 jours à tracer chaque transaction, chaque frais, chaque virement bancaire à travers des couches de paperasse conçues pour paraître si ennuyeuses que personne ne lirait au-delà de la première page. Et c'est la vraie leçon sur la fraude d'entreprise. Elle ne se cache pas derrière la complexité. Elle se cache derrière l'ennui. Le camouflage le plus efficace en finance n'est pas le secret, c'est l'ennui. Rendez la paperasse assez terne et personne ne la lit. Rendez les frais assez routiniers et personne ne les remet en question. C'est ainsi que 7 millions de dollars disparaissent au vu et au su de tous pendant 3 ans. Ara a suivi chaque dollar et à la fin de la piste, le tableau était sombre. Les 7 millions de dollars avaient été siphonnés par le biais de frais de consultation fabriqués, des paiements trimestriels à une société appelée Meridian Advisory Partners. Les frais semblaient légitimes, tarifs standards, contrats signés, factures professionnelles. Sauf que Meridian Advisory Partners n'avait pas de bureau, pas d'employés, pas de site web. Elle avait une boîte postale dans le Delaware et un seul signataire autorisé, Victor Hale. Victor Hale, le plus ancien partenaire externe d'Ashford Capital, l'ami le plus proche de Richard Ashford depuis 40 ans. L'homme qui venait à chaque Noël en famille, qui avait posé sa main sur l'épaule de Callum à l'enterrement de Margaret en disant « Je serai toujours là pour ta famille ». Il les volait depuis 3 ans. Ara a rédigé un rapport de 12 pages. Elle l'a envoyé directement par courriel à Callum à 21h47. Pas de copie, pas de chaîne de commandement. Parce qu'elle avait observé suffisamment de cadres intermédiaires pour savoir ce qui se passe lorsque des vérités dérangeantes passent par trop de mains. Les angles sont arrondis, le langage est adouci, les mises en garde s'accumulent jusqu'à ce que personne n'ait à faire quoi que ce soit de difficile. 7 millions de dollars n'étaient pas quelque chose que l'on pouvait adoucir. Callum l'a lu à 23 heures. Il a appelé son avocat personnel à 23h03. La réunion n'a pas eu lieu dans la salle de conférence. Elle s'est tenue dans la bibliothèque privée de Callum, au niveau du penthouse, une pièce dont la plupart des employés ignoraient l'existence. Des étagères de livres au lieu de murs de verre, l'odeur du bois et du vieux papier au lieu de l'acier et de la cire à parquet. Ara a présenté ses conclusions. Callum a écouté. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'il pouvait s'en souvenir, il a écouté quelqu'un sans calculer sa réponse 3 phrases où il l'avance. Hustins. Elle n'a pas fait de spectacle, n'a pas embelli. Elle a dit ce que les chiffres disaient et s'est arrêtée là où les chiffres s'arrêtaient. Quand elle a terminé, le silence a duré longtemps. « Vous n'avez pas peur ?» a demandé Callum. « Si Victor découvre que vous êtes derrière ça, votre carrière est terminée avant même de commencer. » « J'ai perdu des choses plus importantes qu'une carrière », a dit Ara. Callum la regarda, l'air de dire « Quoi? Mon père, il y a 3 ans. Les dettes de l'hôpital sont la seule chose qu'il a laissée derrière lui. Ça et ce sac à dos. » Elle l'a dit sans détour. Pas de tremblement, pas de pause pour la sympathie, juste un fait. Callum n'a pas offert de condoléances. Il a regardé le parapluie appuyé contre la bibliothèque. Celui qu'elle avait apporté pour le rendre, celui qu'il n'arrêtait pas de lui dire de garder. « Ma mère, dit-il. 2 mots, rien d'autre. » Ara regarda le parapluie, puis lui, et elle a compris. Il y a une raison pour laquelle le deuil partagé crée des liens plus rapidement que la joie partagée. La joie est bruyante. Elle invite tout le monde à entrer. Le deuil est silencieux. Il n'ouvre la porte qu'aux personnes qui connaissent déjà la forme de la pièce. À ce moment-là, dans une bibliothèque qui sentait le chêne et le vieux papier, 2 personnes ont reconnu la même blessure l'une chez l'autre. Pas un PDG et une stagiaire, pas un riche et une pauvre, juste 2 personnes qui savaient ce que c'était que de porter quelque chose que le temps n'avait pas guéri et que l'argent ne pouvait pas réparer. Après cette nuit, les choses ont changé.
Pas comme un interrupteur qu'on actionne, mais comme une marée qui monte. Si lentement que vous ne le remarquez pas jusqu'à ce que l'eau soit à vos pieds. Callum a commencé à lui envoyer des articles sur l'analyse des risques financiers, des courriels vides, sans message, juste des fichiers joints. Ara les lisait tous. Elle renvoyait des réponses, courtes, précises, parfois en désaccord avec les conclusions de l'article. Callum n'avait jamais reçu de contestation de la part de quelqu'un qui ne lui facturait pas 400 dollars de l'heure. Ara a remarqué que chaque soir où elle travaillait tard, les lumières du 40e étaient encore allumées. Ils étaient toujours les deux dernières personnes dans le bâtiment. Un soir, l'ascenseur est tombé en panne entre deux étages. Callum était déjà à l'intérieur quand Ara est entré au 38e. La cabine a sursauté, s'est arrêtée, les lumières ont clignoté. Il a appelé la maintenance. 15 minutes. Puis il s'est assis par terre dans l'ascenseur. Ara l'a regardé, son costume à 3000 dollars sur la moquette industrielle. Elle s'est assise en face de lui. 5 minutes de silence. Puis Callum a demandé « Que faisait votre père ?» Et Ara lui a parlé du plombier qui se levait avant l'aube chaque jour, dont les mains étaient gercées et cailleuses après 20 ans à ramper dans les sous-sols des autres, mais qui s'asseyait à la table de la cuisine chaque soir et vérifiait ses devoirs, entourant ses erreurs avec un crayon court, écrivant « Essaie encore » dans la marge. Qui l'accompagnait à l'arrêt de bus chaque matin jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans et lui dise qu'elle était trop vieille pour ça, et à qui elle aurait souhaité plus que tout ne pas avoir dit d'arrêter. Callum a écouté et quelque chose a changé derrière ses yeux. Le froid n'a pas disparu, mais autre chose a bougé en dessous. Quelque chose qui ressemblait à un vieux chagrin reconnaissant un miroir. « Il a l'air d'un homme bien », a dit Callum. « C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu », a répondu Ara. « Il n'a juste jamais eu assez d'argent pour que quiconque le remarque. » Cette phrase, « jamais eu assez d'argent pour que quiconque le remarque », c'est la phrase qui a fissuré quelque chose chez Callum Ashford. Parce que Callum avait passé toute sa vie entouré de gens qui n'étaient remarqués que pour leur argent. Et voilà que quelqu'un lui disait que le meilleur homme qu'elle ait jamais connu était invisible aux yeux du monde. Cela a tout recadré. L'ascenseur a tressailli et est reparti. Ils se sont levés. Les portes se sont ouvertes. Aucun des deux n'a mentionné à nouveau la conversation. Mais June Delraw a remarqué le changement. June était la gouvernante de la famille Ashford depuis 30 ans. Elle connaissait Callum depuis qu'il était un garçon volant des biscuits sur le comptoir de la cuisine. Pour la première fois depuis des années, il ne sautait pas le petit déjeuner. Il a commencé à poser des questions sur les recettes de sa mère. Le gombo du dimanche, le pain de maïs que Margaret avait l'habitude de faire quand il pleuvait. June a appelé une vieille amie pour retrouver la recette. Elle n'a pas dit un mot à Callum sur la raison. Elle n'en avait pas besoin. Le gala de la Fondation Ashford s'est tenu au Peninsula Chicago le premier vendredi de novembre. 5 cents invités, tenue de soirée, un champagne qui coûtait plus cher le verre que les courses hebdomadaires d'Ara. Ara ne possédait pas de robe de soirée. Elle a envisagé de porter le blazer, le même blazer noir d'Ashford Capital, sa seule option formelle. Theo Park est intervenu. Il l'a traînée dans une boutique de location sur l'avenue d'Amon la veille. Elle a choisi une simple robe noire, longueur genou, sans accessoires. 35 dollars pour une nuit. Au gala, elle se tenait dans une salle pleine de haute couture et de collières de diamants, tenant d'un verre d'eau, portant une robe de location qui coûtait moins cher que les amuse-gueules. Elle ne brillait pas. Elle n'essayait pas. Elle se tenait près du mur et elle était, sans essayer, sans le savoir, la personne la plus remarquable de la pièce. Parce que la simplicité dans une pièce conçue pour l'excès est une déclaration en soi. Elle ne rivalise pas. Elle contraste. Et c'est le contraste qui attire l'œil. Callum était en pleine conversation avec un groupe d'investisseurs européens quand il l'a repéré. Il a arrêté de parler, s'est excusé et a marché directement vers elle. Tous les regards dans la salle de bal l'ont suivi. « Vous ne buvez pas de champagne ?» a-t-il demandé. « Je ne bois pas » a-t-elle dit. Mon père disait toujours « Une tête claire est la chose la plus chère que tu posséderas jamais. » Callum la regarda longuement. Puis il posa son propre verre de champagne sur la table la plus proche. « Votre père avait raison. Ils ont parlé, pas du fond, pas des chiffres. Il lui a demandé ce qu'elle faisait en dehors du travail. Ara lui a dit qu'elle marchait le long du lac Michigan tôt le matin, avant que la ville ne se réveille, parce que c'était le seul moment où Chicago était assez calme pour entendre les vagues.
Callum a dit qu'il n'avait jamais marché le long du lac, bien qu'il ait vécu à Chicago toute sa vie. Ara l'a regardé comme s'il venait de dire la chose la plus triste qu'elle ait jamais entendue. Et ce regard spécifique, en dit plus sur leur dynamique que n'importe quel grand geste ne le pourrait. Ara n'était pas impressionnée par la richesse de Callum. Elle n'était pas intimidée par son pouvoir. Elle était triste pour lui. Triste qu'un homme qui possédait la moitié des gratte-ciels de Chicago ne se soit jamais tenu au bord du lac pour écouter l'eau. C'est une sorte de pauvreté qu'aucune somme d'argent ne peut réparer, et elle l'a vu. Le moment a été interrompu. Diana Mercer est apparue, passant son bras sous celui de Callum, avec une aisance étudiée, le dirigeant vers un gestionnaire de fonds suisse. Callum y est allé. Il n'avait pas le choix. C'était de la performance, et c'étaient les étapes à suivre. Mais avant que Diana ne l'entraîne hors de portée, il a regardé en arrière vers Ara. Elle a vu quelque chose sur son visage qu'elle n'était pas prête à nommer. Pas de l'intérêt, exactement, plutôt de la reconnaissance. Comme s'il avait cherché quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier. Et elle se tenait exactement là où cela devait être. 2 jours après le gala, l'enquête sur Lakeshore a fait l'effet d'une bombe. Les 7 millions de dollars tracés jusqu'à Victor Hale. Ça, Callum s'y attendait. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que les frais de consultation créés par Victor nécessitaient des signatures, et les signatures appartenaient à Richard Ashford, le père de Callum. Richard n'avait rien volé. Il avait simplement signé là où Victor lui disait de signer. Faisant confiance à son plus vieil ami comme on fait confiance au sol sous ses pieds. Mais dans la réglementation financière, la confiance n'est pas une défense. La négligence est la négligence. Qu'elle vienne de la malveillance ou d'une foi aveugle. Si la SEC enquêtait, Richard ferait face à un examen, à des sanctions possibles, à une exposition publique. Richard Ashford avait 71 ans. Il avait un problème cardiaque. Une enquête fédérale pourrait le tuer. Et ce n'est pas un langage dramatique. C'est la réalité clinique de ce qui arrive à un homme de 71 ans avec un système cardiovasculaire compromis lorsqu'il est soumis au stress soutenu d'un interrogatoire réglementaire. Callum a convoqué Ara à la bibliothèque. Quand elle est entrée, elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il n'était pas calme, il n'était pas froid, il était fatigué. Le genre de fatigue qui vient quand on porte quelque chose de trop lourd depuis trop longtemps sans demander d'aide. Il lui a tout montré. Victor, les signatures, son père. Vous avez trouvé ça, dit-il. Vous avez le droit de savoir où ça mène. Ara a lu le dossier, tout le dossier. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, « Votre père n'a pas volé d'argent. Il a fait confiance à la mauvaise personne. Ce sont deux choses différentes. » Callum la regarda et pour la première fois, il a expiré. Vraiment expiré. Comme si quelqu'un avait soulevé quelque chose de sa poitrine qui pesait depuis des semaines. 7 millions de dollars manquent toujours, dit-il. Alors récupérez-les. Poursuivez Victor. Séparez les responsabilités. Votre père a signé parce qu'il faisait confiance, pas parce qu'il était complice. Un bon avocat saura faire la différence. Ce qu'Ara a fait à ce moment-là, et cela mérite d'être compris, est quelque chose que très peu de gens dans le monde de Callum pouvaient faire. Elle a séparé le juridique du personnel. Elle a vu que la fraude et le père étaient deux problèmes différents, nécessitant deux solutions différentes. Et elle l'a dit clairement alors que l'homme en face d'elle était trop plongé dans sa propre douleur pour le voir. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est de la clarté sous pression. Et c'est la chose la plus rare dans n'importe quelle salle de conseil. Après la réunion, Callum a proposé de la raccompagner chez elle. Elle a refusé. « Je me débrouille avec le bus. »« Je sais, » a dit Callum, « mais il pleut et je n'ai personne à qui parler sur le chemin du retour. » Cette phrase dépouillée, sans armure, sans calcul, est ce qui a fait dire oui à Ara pour la première fois. Dans la voiture, ils n'ont pas parlé pendant 10 minutes. La pluie sur le toit, la ville défilant derrière les vitres. Puis Callum s'est dirigé vers le bord du lac, s'est garé près de la rive, a coupé le moteur. « C'est ici que vous venez le matin ?» a-t-il demandé. Ara a hoché la tête. « Je veux entendre les vagues » a-t-il dit. Il a entrouvert la fenêtre. Le son est entré. La pluie sur l'eau, les vagues contre la pierre. Ils se sont assis et ont écouté, et le silence entre eux n'était pas vide. Il était plein de tout ce qu'aucun d'eux ne savait comment dire. La main de Callum reposait sur la console centrale, paume vers le haut,
sans tendre la main, sans demander, juste ouverte. Ara ne l'a pas prise, mais elle a posé son sac à dos et a placé sa main sur la console à quelques centimètres de la sienne. C'était le plus proche qu'ils aient jamais été, et tous deux savaient que cela signifiait plus que n'importe quel contact aurait pu le faire. Il y a une raison pour laquelle ce moment compte plus qu'un baiser ou une confession. En psychologie, cela s'appelle la proximité sans demande. La volonté d'être proche sans rien exiger de l'autre personne. C'est le fondement de toute relation réelle. Et la plupart des gens ne l'apprennent jamais. La main ouverte de Callum ne demandait pas à être prise. Elle lui disait qu'il était là. Et sa main, à quelques centimètres de là, lui disait qu'elle savait. 3 semaines plus tard, tout s'est effondré. Callum a déposé une déclaration volontaire auprès de la SEC. La bonne décision à long terme, dévastatrice à court terme. L'action chuterait, les investisseurs paniqueraient, les gros titres brûleraient. Richard Ashford l'a appris. Il a appelé son fils au penthouse de la Gold Coast. On a dit à June Delra de partir pour la soirée. La première fois en 30 ans que Richard lui demandait de partir. Elle est partie, mais elle est restée assise dans sa voiture dans le parking pendant 1 heure parce qu'elle avait élevé ce garçon et qu'elle n'allait pas loin. La dispute a duré 3 heures. Tu détruis tout ce que j'ai construit en 40 ans, a dit Richard. Parce qu'une petite stagiaire te l'a dit. Elle ne m'a rien dit de faire, a répondu Callum. Elle m'a montré ce qui était là. J'ai pris la décision. Victor Hale fait partie de cette famille depuis plus longtemps que tu n'es en vie. Victor Hale vole cette famille depuis 3 ans. Richard a arrêté de faire les 100 pas. Son visage était rouge. Sa respiration était lourde. Le genre de lourdeur qui a fait penser à Callum, aux médicaments pour le cœur sur la table de chevet de son père. J'ai signé ces factures, a dit Richard. Sa voix a baissé. Si tu portes ça devant la CSDSI, ils viendront aussi pour moi. C'est pourquoi je m'en occupe moi-même. J'ai engagé un conseil indépendant. Nous séparons ta responsabilité de celle de Victor. Tu as signé de bonne foi. Il a commis une fraude. Ce sont des choses différentes. Richard a regardé son fils. Où as-tu entendu ça? Ce sont des choses différentes. Ce n'est pas comme ça que tu parles. Callum n'a pas répondu, mais ils savaient tous les deux. Richard lui a donné un ultimatum, arrêter l'enquête où il utiliserait ses actions de fondateur pour convoquer une réunion d'urgence du conseil et révoquer Callum de son poste de PDG. Callum est parti sans répondre. Ce que Richard n'a pas vu, ce qu'il ne pouvait pas voir à travers 40 ans d'amitié et la terreur de sa propre exposition, c'est que Callum essayait de le protéger. La divulgation volontaire était le seul moyen de contrôler le récit. Si la SEC découvrait la fraude par elle-même, toute personne ayant une signature sur ces documents serait traitée comme complice. En s'auto-dénonçant, Callum construisait un pare-feu autour de son père. Mais Richard ne voyait que le feu. Il ne pouvait pas voir le mur. Victor Hale a riposté la même semaine. Quand il a appris le dépôt auprès de la CCC, il n'a pas contesté l'accusation de fraude. Il a attaqué le messager. Il a répandu une histoire dans les cercles financiers de Chicago. Callum Ashford avait une relation inappropriée avec une subordonnée. La promotion d'Ara était du favoritisme personnel, pas du mérite professionnel. Le scandale deviendrait le gros titre et les 7 millions de dollars deviendraient une note de bas de page. C'est une stratégie de déviation classique dans la guerre d'entreprise. Quand vous ne pouvez pas défendre l'accusation, vous changez de sujet. Faites en sorte que l'histoire porte sur le caractère de l'accusateur plutôt que sur le crime de l'accusé. Victor n'avait pas besoin que la rumeur soit vraie. Il avait juste besoin qu'elle soit assez forte pour couvrir le bruit des chiffres. Dinah Mercer, qui n'était pas cruelle, qui n'avait pas l'intention de nuire, a confirmé le récit sans le vouloir. Un collègue a demandé si Callum semblait différent dernièrement. Diana a dit prudemment, « Il semble en effet particulièrement attentif à Mademoiselle Voss. » Elle le pensait comme une observation. C'est devenu une arme. Ara l'a appris par Theo, qui lui a montré le fil de discussion du forum interne avec un visage moitié furieux, moitié désolé. Elle a lu les commentaires. Elle a lu comment 47 jours d'heures supplémentaires non payées, une découverte de 7 millions de dollars, un rapport de 12 pages, tout cela avait été compressé en une seule phrase. La stagiaire qui a couché pour monter au 38e étage. Elle est restée assise à son bureau pendant un long moment après le départ de Theo, puis elle a ouvert un document vierge et a tapé sa démission. Pas parce qu'elle était faible,
mais parce qu'elle refusait de laisser sa valeur être mesurée par sa proximité avec un homme, n'importe quel homme. Et ceci, c'est la décision qui sépare Ara de tous les autres personnages de cette histoire. Tous les autres ont réagi pour protéger leur position. Richard s'est battu pour protéger son héritage. Victor s'est battu pour protéger son secret. Diana a manœuvré pour protéger sa place aux côtés de Callum. Ara a été la seule à renoncer à quelque chose qu'elle voulait pour protéger quelque chose qu'elle appréciait davantage, son intégrité. Elle a laissé la lettre sur le bureau de Callum ce soir-là. À côté, elle a placé le parapluie avec MA sur la poignée. Callum est revenu à 21 heures, a vu la lettre, a vu le parapluie. Il est resté là pendant un très long moment. June a appelé pour demander s'il rentrait dans la maison. Il n'a pas répondu. 2 semaines ont passé. Hera est retournée à Pilsen. Elle a trouvé un emploi dans un petit cabinet comptable en banlieue. Un immeuble en briques dans une rue dont personne dans le centre de Chicago ne reconnaîtrait le nom. Salaire modeste, horaire prévisible. Elle a repris le bus chaque matin. Même trajet, même siège à l'arrière. Le premier lundi, elle est passée chez Dinanine. Moi, je viens. Elle est passée devant un pressing et a réalisé qu'elle n'avait plus besoin de porter un blazer. Le deuxième lundi, elle a pris son petit déjeuner dans un diner où le café coûtait 1,50 $ et où la serveuse appelait tout le monde « chérie ». Le troisième lundi, elle auditait les impôts trimestriels d'un client et s'est surprise à vérifier ses courriels à la recherche de messages d'un expéditeur qu'elle avait bloqué. Elle a débloqué l'adresse, puis l'a bloqué à nouveau, puis a retourné son téléphone face contre table sur son bureau. Theo lui envoyait un texto 1 fois par semaine. Des messages courts, jamais intrusifs. Le 12e étage est ennuyeux sans toi. Et plus tard, Callum n'a pas souri depuis que tu es parti. Non pas qu'il souriait beaucoup avant. Elle lisait les messages, ne répondait jamais. Mais elle ne les supprimait pas. La nuit, elle s'asseyait dans son appartement et regardait le parapluie près de la porte, les initiales MA tournées vers l'extérieur. Certains soirs, elle le prenait, le tenait et essayait de comprendre ce que cela signifiait. Qu'un homme qu'elle connaissait depuis moins de 3 mois lui ait donné la dernière chose qu'il avait de sa mère. Elle n'a jamais compris. Elle a continué à le tenir quand même. Callum a continué. La SEC a ouvert une enquête formelle contre Victor Hale. Avoir gelé, partenariat dissous. L'action d'Ashford Capital a chuté de 12% en 2 semaines. Les unes des journaux, les chaînes d'information, les analystes prédisant l'effondrement. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. 3 des plus grands investisseurs institutionnels ont envoyé des lettres privées louant la décision de Callum. Première fois qu'un PDG s'auto-dénonce, a écrit l'un d'eux. C'est le genre de leadership dans lequel nous investissons. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas sur les marchés financiers. Les investisseurs n'investissent pas seulement dans les rendements, ils investissent dans la confiance. Un PDG qui expose volontairement une fraude au sein de sa propre entreprise perd de l'argent à court terme, mais il gagne quelque chose de bien plus précieux. Il gagne la réputation de quelqu'un qui vous dira la vérité, même quand la vérité est laide. À long terme, cela vaut plus que n'importe quel rapport de résultats trimestriel. Richard Ashford n'a pas convoqué la réunion du conseil. Il est resté silencieux. Puis, un jeudi après-midi, il a appelé Callum au penthouse, non pas pour se battre, mais pour lui donner quelque chose. Une vieille enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Margaret Ashford à son mari, écrite 1 semaine avant sa mort. Richard l'avait gardée scellée pendant 18 ans. Richard, si notre fils grandit en ne connaissant le bien et le mal que sur le papier, j'aurais échoué. Laisse-le apprendre à aimer une personne, une vie, même ses propres erreurs. Ne le laisse pas devenir une version plus froide de toi. De tout mon cœur, Margaret. La voix de Richard était rauque. Ta mère a écrit ça 1 semaine avant que le cancer ne l'emporte. Je l'ai gardée parce que je ne supportais pas de la relire. Mais cette fille, Voss, je t'ai vu changer ces derniers mois. Il a fait une pause. Je déteste admettre ça. Ta mère avait raison. Callum tenait la lettre. Ses mains tremblaient. Margaret Ashford avait écrit ces mots en sachant qu'elle ne vivrait pas pour voir s'ils étaient entendus. Elle les avait écrits comme un acte de foi. La foi que son mari trouverait un jour le bon moment pour les transmettre. Il a fallu 18 ans à Richard, mais il a trouvé le moment. Et le moment était ce même soir à Pilsen. Ara a entendu frapper à sa porte. Pas un coup, le facteur, un colis. Elle l'a rentré.
le sac à dos de son père. Elle l'avait laissé dans son casier en faisant ses bagages à la hâte, trop concentrée sur sa sortie pour se souvenir de la chose la plus importante qu'elle possédait. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite. Ce sac à dos n'a pas sa place dans un casier d'entreprise. Sa place est avec vous. Tout comme le parapluie ne m'appartient pas. Il appartient à la personne à qui ma mère aurait voulu que je le donne. Pas de signature, mais elle a reconnu l'écriture. Elle l'avait vu des dizaines de fois dans les marges des rapports, sur les notes de tableau blanc, dans l'écriture abrégée qu'il griffonnait pendant les réunions quand il pensait que personne ne regardait. Elle s'est assise sur son lit, tenant le sac à dos, pressant le vieux cuir contre son visage, cherchant une trace de l'odeur de son père dans les coutures usées, et elle n'a pas pu la trouver. Elle l'a gardée quand même. Dimanche matin, 6 heures. Lac, Michigan. La pluie avait cessé. Première vraie lumière du soleil depuis des jours. L'eau captait encore la lumière comme de l'or martelé. Ara marchait sur le sentier du rivage près de North Avenue Beach, comme elle le faisait toujours, tôt, seule, avant la ville. Elle l'a vu à 50 mètres de distance. Callum Ashford, debout au bord de l'eau, tenant 2 tasses de café. Pas de costume, pas de cravate, juste une veste. Une veste normale, du genre que les vraies personnes portent. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il ressemblait à une personne plutôt qu'à un titre. Elle s'est arrêtée assez près pour voir son visage, assez loin pour faire demi-tour. Elle n'a pas fait demi-tour. « Vous êtes levé tôt », a-t-elle dit. « Je voulais entendre les vagues », a-t-il dit. Les mêmes mots exacts que dans la voiture cette nuit-là. Il lui a tendu un café. Elle l'a pris. Leurs doigts se sont touchés. Aucun n'a reculé. Ils ont marché. Callum lui a tout raconté. Victor, la SAC, son père, la lettre. Il n'a rien caché. Quand il a fini, il s'est arrêté sur le chemin. Mon père m'a demandé où j'avais appris à dire « Ce sont 2 choses différentes », a dit Callum. Je ne lui ai pas dit que ça venait de vous, mais je pense qu'il le sait. Est-il en colère? A demandé Ara. Il est silencieux, ce qui pour mon père est pire. Callum la regarda. Mais il n'a pas convoqué la réunion du conseil. Il a lu la lettre de ma mère et il n'a pas convoqué la réunion. Ils ont fait quelques pas de plus, puis Callum s'est de nouveau arrêté. Vous êtes parti pour protéger votre dignité. Je comprends ça. Mais quand vous êtes parti, vous avez emporté quelque chose de moi avec vous. Le parapluie, a dit Ara. Non, la raison pour laquelle je voulais être meilleur que je ne l'étais. Les yeux d'Ara étaient rouges, mais elle n'a pas pleuré. Je ne suis pas parti parce que je le voulais. Je suis parti parce que j'avais peur que si je restais, je ne saurais jamais si j'étais là pour mes capacités ou pour vous. Et maintenant, a demandé Callum, maintenant, je suis au bord d'un lac. Pas de contrat, pas de titre, et vous êtes là sans le costume. Elle a fait une pause. Alors, je suppose que nous sommes sur le point de le découvrir. Callum a regardé l'eau. Le soleil était complètement levé maintenant, et le lac était passé de l'or à l'argent, puis à un bleu si pur qu'il semblait avoir été lavé pendant la nuit. Je ne suis pas doué pour ça, a-t-il dit. Pourquoi? Ressentir des choses, les airs, tout ça. Je sais, a dit Tara, mais vous êtes là. C'est un début. Elle a fouillé dans son sac à dos et en a sorti le parapluie, celui avec MA sur la poignée. Elle le portait depuis que le colis était arrivé. Je vous rends ça, a-t-elle dit, parce que je n'en ai plus besoin. La pluie s'est arrêtée. Callum a regardé le parapluie, puis elle, et pour la première fois, la toute première fois de toute l'histoire, il a souri. Pas le demi-sourire contrôlé qu'il donnait aux investisseurs. Pas l'expression polie qu'il portait dans les salles de conseil. Un vrai sourire. Le genre qui vient quand on trouve quelque chose qu'on était certain d'avoir perdu pour toujours. Il n'a pas pris le parapluie. Il a posé sa main sur la sienne, la main qui tenait la poignée, et a dit « Gardez-le, ma mère vous aurait apprécié. » 6 mois plus tard, Ara n'est pas retournée chez Ashford Capital. Elle a reçu 3 offres d'emploi après que l'enquête de la SEC soit devenue publique. Son nom n'est apparu dans aucun titre, mais dans le monde de la finance, les gens parlaient et les gens qui comptaient savaient qui avait trouvé les 7 millions de dollars. Elle a accepté un poste dans la division de gestion des risques d'une entreprise de taille moyenne, embauchée sur son propre dossier, sa propre réputation. Le premier jour, son nouveau superviseur a dit « J'ai entendu dire que c'est vous qui avez découvert l'écart de Lakeshore. » Ara a dit « Je faisais mon travail. » Il l'a regardé un instant, puis a dit « La plupart des gens ne le font pas. »
Elle a construit sa carrière comme son père avait construit sa vie. Un jour honnête à la fois. Callum et Dara étaient ensemble, mais pas de la manière dont les histoires de milliardaires se déroulent habituellement. Pas de jet privé, pas de couvertures de magazines. Ils se promenaient au bord du lac les dimanches matins. Callum a appris à cuisiner avec June, le gombo de sa mère, celui que Margaret avait l'habitude de faire quand il pleuvait. La première fois qu'il l'a préparé pour Ara, il a mis trop de sel. June se tenait dans l'embrasure de la cuisine, secouant la tête. Mais ses yeux étaient humides parce que la dernière personne qu'elle avait vue se tenir à ce fourneau avait été Margaret, 20 ans plus tôt, et la cuisine sentait enfin comme elle le devait. Richard Ashford a rencontré Ara lors d'un dîner dans le penthouse de la Gold Coast. Il n'était pas chaleureux. Il ne l'a pas prise dans ses bras. Mais quand elle a mentionné son père, le plombier qui vérifiait ses devoirs chaque soir, Richard a posé sa fourchette et a dit « J'ai commencé avec rien, moi aussi. Les gens l'oublient. » C'était tout, mais c'était suffisant. Theo Park a été promu analyste principal chez Ashford Capital. Diana Mercer est partie, pas licenciée, pas forcée de partir, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle voulait construire quelque chose par elle-même, au lieu de se tenir à côté de quelqu'un d'autre. Elle a lancé un cabinet de conseil boutique. Le premier jour, elle a envoyé un texto à Callum. Sans rancune, 10 avas qu'elle a du crâne. Un dimanche matin, au début du printemps, Ara et Callum marchent le long du lac Michigan. Elle portait le sac à dos en cuir marron. Il portait le parapluie avec M.A. sur la poignée, même si le ciel était clair et le soleil chaud. Aucun d'eux ne parlait. Ils n'en avaient pas besoin. C'est une histoire sur deux objets, un sac à dos et un parapluie. L'un appartenait à un plombier qui n'a jamais eu assez d'argent pour que quiconque le remarque. L'autre appartenait à une pianiste qui est morte avant de pouvoir voir son fils apprendre à aimer. Entre ces deux objets, entre les mains calleuses et les salles de concert, entre les arrêts de bus et les salles de conseil, deux personnes se sont trouvées. Non pas parce qu'elles cherchaient, mais parce qu'elles portaient toutes deux quelque chose qu'elles ne pouvaient pas poser, et elles ont reconnu le poids dans les bras de l'autre. Parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires ne commencent pas par un regard à travers une pièce bondée. Elles commencent sous la pluie avec un inconnu qui fait demi-tour. Merci d'être resté avec Ara et Callum jusqu'à la toute fin. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Chaque nouvel abonné nous aide à continuer de raconter des histoires comme celle-ci. Revenez demain. Une autre histoire vous attend avec un autre inconnu qui fait demi-tour.